Le célèbre ciel gris de Paris semblait pleurer l'injustice qui allait se produire ce matin-là. Debout devant l'immense porte en chêne de l'Institut royal de Saint-Cloud, dans l'une des avenues les plus prestigieuses de Neuilly-sur-Seine, je ne me souciais guère que mon tailleur bleu marine était trempé. La température à l'intérieur serait encore plus glaciale que le froid extérieur, je le sentais. Je m'appelle Marion, Marion Cotillard. La plupart des gens me considèrent comme une bureaucrate ennuyeuse, obsédée par les procédures, qui prend discrètement des notes. Ce matin-là, j'étais là pour l'inspection, de routine, annuelle de cet immense établissement d'enseignement. Du moins, c'est ce que pensait le directeur, M. Henri Valmont. En réalité, le poids du dossier que je transportais dans mon sac et qui allait bientôt s'avérer aussi mortel qu'une arme était plus léger que le fardeau qui pesait sur mes épaules. Mais ce n'était pas encore le moment. Je n'étais encore qu'une observatrice, une ombre. Lorsque je fus conduit dans le bureau du directeur Valmont, le spectacle qui s'offrit à moi me donna des crampes d'estomac. Un des murs de la pièce était entièrement vitré et donnait sur la Seine. L'intérieur était rempli de meubles anciens en acajou, de fauteuils en cuir et de l'odeur de cigares coûteux qui vous prenaient au nez. Valmont était assis derrière son bureau, tel un empereur. Son costume italien était probablement plus cher que le salaire annuel de la femme assise en face de lui. En face de lui, assise au bord de son fauteuil, se trouvait une femme nerveuse et triste, Madame Claire Dubois. À ses côtés, son fils Léo, âgé de 7 ans. Le père de Léo, le capitaine Jean Dubois, était un héros qui avait sacrifié sa vie 6 mois plus tôt, lors d'une mission en Méditerranée, pour sauver l'équipage de son navire. La médaille d'honneur de la République française se trouvait dans le sac que Claire tenait fermement entre ses mains tremblantes. Mais il semblait que cette médaille n'avait aucune valeur dans le monde de Valmont. Sans même ouvrir le dossier devant lui, Valmont tapait rythmiquement sur la table avec son stylo plume plaqué or. Ce bruit rompait le silence de la pièce comme une torture. « Madame Dubois », dit Valmont. Sa voix était douce comme du velours, mais elle cachait une pointe venimeuse. « Nous avons appris le malheureux accident de votre mari. C'est triste, vraiment. Mais nous sommes ici à l'Institut royal. Nos normes sont claires. Les familles sur notre liste d'attente paient une fortune pour que leurs enfants puissent s'asseoir sur ces bancs. » Claire leva la tête, essayant de retenir ses larmes. Sa voix tremblait, mais elle était fière. « Monsieur Valmont, mon mari est mort pour ce pays. La Fondation de la Marine a dit qu'il y avait des places réservées pour l'éducation des enfants des martyrs. Léo est un enfant très intelligent. Nous avons juste besoin d'une bourse. Le salaire que l'État nous verse ne suffit pas à couvrir vos frais annuels. » Je n'oublierai jamais l'expression qui apparut alors sur le visage de Valmont. Ce n'était pas une expression de pitié, c'était le dégoût d'un homme regardant de la boue collée à sa chaussure. Il se cala dans son fauteuil, joignit les mains derrière la tête et entr'ouvrit les lèvres pour prononcer cette phrase terrible. Mais je voudrais que vous vous arrêtiez un instant, car ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Et croyez-moi, vous n'oublierez jamais le moment où j'ai effacé ce sourire arrogant de son visage. Pour m'accompagner dans cette quête de justice et voir comment cette arrogance a été anéantie, abonnez-vous immédiatement à la chaîne et activez les notifications. Car ce n'est pas seulement une leçon donnée à un directeur d'école, c'est une leçon de vie. Si vous êtes prêts, retournons dans cette pièce à ce moment de honte. Valmont regarda les yeux suppliants de Claire et sourit, un sourire méprisant, dédaigneux. « Madame, dit-il en choisissant ses mots avec soin, nous sommes une institution commerciale, pas une organisation caritative. » J'ai eu l'impression que la température de la pièce avait chuté de 10 degrés. Le visage de Claire est devenu blanc comme un linge. Le petit Léo a serré plus fort la main de sa mère. Les enfants le sentaient, ils sentaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'ils n'étaient pas aimés. Valmont continua, comme s'il avait en face de lui non pas la veuve d'un héros, mais une mendiante. « L'héroïsme de votre mari. » Comme c'est romantique, mais l'héroïsme ne paie pas les factures, n'est-ce pas, madame? Pour les familles comme la vôtre, qui sont dans une situation précaire, il existe des écoles publiques, dans les banlieues, plus près de chez vous, où se trouvent des gens de votre classe sociale. Léo y sera plus heureux. Ici, avec nos enfants, il s'interrompit et jeta un bref coup d'œil aux chaussures usées de Léo, il se sentira inférieur. Cette phrase, des gens de votre classe sociale. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas une explosion, ce n'était pas une colère volcanique, c'était cette colère froide dont je parlais dans mon analyse. J'avais l'impression que du nitro liquide circulait dans mes veines à la place de sang. Mon pouls ne s'est pas accéléré, au contraire, il a ralenti. Mon esprit s'est clarifié. Toute émotion a laissé place à une stratégie chirurgicale méticuleuse.
Valmont s'est levé et a indiqué la porte, signifiant que la réunion était terminée. Maintenant, s'il vous plaît, j'ai des rendez-vous plus importants. Mon assistant pourra vous donner une liste des écoles publiques à la sortie. Bonne journée. Claire s'est levée, se sentant humiliée. Elle a essuyé une larme qui coulait de ses yeux et a essayé de prendre Léo dans ses bras. Elle n'a rien pu dire. Que pouvait-elle dire? Dans un endroit où l'argent et le pouvoir étaient devenus si laids, quel sens pouvaient avoir les mots? Le directeur Valmont se tourna vers moi. Il semblait s'être soudainement rappelé de ma présence. Ah, Madame Cotillard, veuillez excuser cette petite scène dramatique. Vous savez, nous sommes parfois obligés de traiter avec ce genre de personnes. Il est difficile de maintenir la qualité. Bon, signons ces ennuyeux documents d'inspection et passons à autre chose, d'accord? J'ai un rendez-vous au golf cet après-midi. Il sourit. Il me sourit comme si j'étais son complice. Il supposait que j'étais de la même classe que lui, que je considérais cette femme et son enfant comme des boules aux pieds, tout comme lui. Je me levai lentement de mon siège. J'ouvris la boucle de mon sac en cuir. Le clic métallique résonna dans le silence de la pièce comme le déclenchement du cran de sûreté d'une arme. « Monsieur Valmont, dis-je, ma voix était si calme que j'en fus moi-même surpris. Je vous conseille d'annuler notre rendez-vous au golf. » Valmont fronça les sourcils. « Pardon, je ne comprends pas. » Je sortis de mon sac un épais dossier portant l'écusson Marine nationale et scellé d'un cachet rouge. À côté, un énorme rouleau ressemblant à du parchemin jauni, vieux d'environ 100 ans. « Voici, dis-je, en marchant lentement et d'un pas rythmé vers son bureau. Comme vous l'avez dit, c'est une institution commerciale. Et dans les institutions commerciales, savez-vous quelle est la règle la plus importante, Henri ? » Je me suis arrêté juste devant le bureau. J'ai posé le dossier avec force sur le bureau en acajou d'une valeur inestimable. Le bruit sourd qui en a résulté a fait se retourner Claire. « Les contrats, dis-je en la regardant droit dans les yeux. La règle la plus importante, ce sont les contrats. » L'expression confiante sur le visage de Valmont fit place à un léger étonnement. Mais il ne savait toujours pas à quoi il avait affaire. Il pensait toujours que je n'étais qu'un inspecteur et que je pouvais tout plus lui infliger une amende. Il ne savait pas encore à quel point il se trompait, qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Je me suis penché vers lui. J'ai baissé ma voix jusqu'à murmurer, mais chacun de mes mots avait l'effet d'un coup de massue. Et malheureusement, monsieur Valmont, votre contrat se trouve actuellement sur mon bureau. Valmont regarda le gros dossier scellé d'un cachet rouge sur le bureau comme s'il s'agissait d'un déchet radioactif. Puis il éclata de son rire agaçant et méprisant. « Le contrat ?» dit-il avec un air moqueur. « Madame Cotillard, de quoi parlez-vous? Notre situation en matière de propriété est très claire. Ce bâtiment, ce terrain… » « Ne vous appartiennent pas, l'interrompis-je. Le ton tranchant de ma voix coupa court à son rire. « Ne vous ont jamais appartenu. » J'ai tendu la main et j'ai lentement ouvert la couverture du dossier. J'en ai sorti le document jauni, les bords usés, mais dont l'encre était toujours aussi noire qu'au premier jour. L'odeur lourde de l'histoire s'est répandue dans la pièce. Date 14 octobre 1925, et je lis à voix haute. Je ne quittais pas Valmont des yeux. Le propriétaire du terrain, l'amiral Charles-Henri de Saint-Cloud, vétéran de la Grande Guerre. C'est donc lui qui a donné son nom à cette école. L'institution à laquelle il a fait don, la Caisse de secours de la Marine française. Aujourd'hui, elle s'appelle la Direction des infrastructures navales, que je représente. Valmont marqua une pause. Son regard parcourut le document. Il commençait à comprendre que quelque chose clochait, mais il ne pouvait mettre son ego à côté. Et alors, que doit changer ce bout de papier antique? Nous exploitons cet endroit depuis des années. En laissant, le corrigeage, pour 99 ans exactement, et pour un loyer symbolique, seulement 1 ancien franc français par an. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, Henri? Pourquoi vous occupez l'un des terrains les plus précieux de Paris pour presque rien? Je n'attendais pas de réponse. J'ai pointé du doigt la clause spéciale ajoutée à la main au bas du document. Article 14, dis-je en soulignant chaque mot. Ces terrains a été attribué à condition que les enfants orphelins et sans parents des membres de la marine bénéficient d'une éducation prioritaire et gratuite. En cas de violation de cette condition, même une seule fois, le contrat de location sera immédiatement terminé et le terrain ainsi que toutes les constructions qui s'y trouvent seront transférés à la fondation de la marine. Un profond silence s'abattit dans la pièce. Claire me regardait incrédule. Le petit Léo avait noté le changement d'expression sur le visage de sa mère. Le désespoir avait disparu, remplacé par une lueur d'espoir. Valmont desserra sa cravate. Cet empereur sûr de lui commençait maintenant à transpirer.
Mais il résistait encore. Il avait toujours cette mentalité misérable qui croyait que l'argent pouvait tout résoudre. Écoutez, dit-il d'une voix légèrement plus aiguë, il y a peut-être eu un malentendu. Nous avons peut-être oublié cet article. Mes avocats vont vérifier. Et puis, vous avez parlé d'un contrat de 99 ans. Il arrive donc à expiration? Je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un chasseur qui voit sa proie tomber dans le piège. Il n'est pas sur le point d'expirer, monsieur Valmont, dis-je en regardant ma montre. Votre contrat a expiré ce matin, à 9 heures, au moment même où vous avez traité le fils d'un officier héroïque de pauvre et lui avez montré la porte. Le visage de Valmont devint livide. Quoi? C'est impossible. Nous avons le droit de renouveler notre contrat. Nous avons investi des millions d'euros ici, des cours de tennis, des piscines. Oui, répondis-je calmement, et le pouvoir de renouveler le contrat appartient entièrement à la Fondation de la Marine, qui est la seule autorité compétente, c'est-à-dire à moi. Et savez-vous comment j'ai utilisé ce pouvoir après avoir été témoin de votre comportement répugnant? À ce stade, vous devez comprendre que cette histoire n'est pas seulement une histoire de licenciement, c'est l'histoire du prix élevé à payer pour l'arrogance. Valmont va bientôt avoir le choc de sa vie en entendant le chiffre qui va lui être annoncé. Mais ce n'est pas encore le pire. Le pire, c'est ce qui va se passer après l'appel téléphonique qu'il va passer en faisant confiance à ses amis. Si vous aimez que justice soit faite, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car la chute de Valmont va être très dure. Revenons à la pièce. Valmont me regardait comme pour me demander « Comment l'avez-vous utilisé ?» J'ai sorti un deuxième document de mon sac. Il s'agissait d'une mise en demeure que j'avais fait préparer ce matin chez le notaire. « Vous aviez deux options, Henri, lui ai-je dit. Soit vous accordiez une bourse à cet enfant, respectant ainsi l'objectif de la fondation, et nous aurions alors ramené le loyer symbolique à un niveau raisonnable et continué comme avant, soit je lui ai jeté le document à la figure. Ou bien, puisque vous prétendez être une institution commerciale, j'allais vous appliquer un tarif commercial. Votre nouveau loyer a été calculé sur la base des prix au mètre carré pratiqués dans la région, et j'y ai ajouté une indemnité pour utilisation abusive rétroactive sur 5 ans. Valmont regarda le document. Ses yeux sortaient presque de leurs orbites. C'est de la folie, s'écria-t-il. 12 millions d'euros par an et 50 millions d'euros de compensation? Vous avez perdu la tête, c'est impossible de payer ça. Vous allez ruiner l'école. C'est une institution commerciale, Henri. Vous l'avez oublié? Lui ai-je répondu, en lui renvoyant ses propres mots à la figure. En affaires, on peut faire faillite, mais on peut aussi s'en sortir. De plus, si vous n'acceptez pas ces conditions, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et l'ai posé sur la table. Une procédure d'expulsion a déjà été engagée. Et le motif de l'expulsion n'est pas seulement le loyer, il s'agit d'une violation de l'éthique de la Fondation. Je vous frappe donc non seulement avec votre argent, mais aussi avec votre réputation. Quand la presse apprendra que le prestigieux collège de Saint-Cloud a été fermé pour avoir humilié les enfants des martyrs, pensez-vous que vos riches parents voudront garder leurs enfants ici? Valmont s'agrippa à la table, les mains tremblantes. La peur dans ses yeux était pure et réelle. Mais ensuite, ce dernier mécanisme de défense propre aux riches gâtés se mit en place. La menace. Il tendit la main vers son téléphone. Tu prends pour qui, petit fonctionnaire » siffla-t-il. « Je connais le ministre, je connais tout le monde à la préfecture. Je peux te faire démettre de tes fonctions d'un coup de fil. Je te ferai virer et je te ferai avaler ces bouts de papier. » Claire sauta de peur. « Madame Marion, s'il vous plaît, partons, ne vous attirez pas d'ennui, » murmura-t-elle. Je me tournai vers Claire et lui lançai un regard rassurant. Puis je me tournai vers Valmont. J'ai attendu qu'il porte le téléphone à son oreille. « Appelez-le, dis-je. Appelez Henri, s'il vous plaît. Mettez-le sur haut-parleur. Mais avant de l'appeler, il y a un petit détail que vous devez savoir. Le neveu du ministre, en qui vous avez tant confiance, a fait l'objet d'une enquête l'an dernier pour des irrégularités sur les terres de la Fondation. Qui pensez-vous avoir préparé le dossier ?» Valmont se figea. Le téléphone était suspendu dans l'air. « Je m'appelle Marion Cotillard. » J'ai articulé chaque syllabe. « Mon travail n'est pas de construire des bâtiments, Henri. Mon travail consiste à démonter les structures dont les fondations sont pourries. Et tes fondations sont en train de s'effondrer. » Valmont posa lentement le téléphone sur la table. L'écran était toujours allumé. Son doigt était posé sur le numéro auquel il faisait tant confiance, mais il n'appuyait pas. Parce qu'il avait compris.
La femme en face de lui n'était pas seulement venue avec un dossier, elle avait cartographié toutes ses voies de fuite et les avait toutes minées. « C'est un choix judicieux, Henri », dis-je en regardant son téléphone. Appuyer sur cette touche reviendrait à signer ton arrêt de mort, car si le ministre te parle maintenant, il sait qu'il sera taxé de collaborer avec le directeur qui a chassé la famille du martyr. Les politiciens ne montent pas à bord d'un navire en perdition, Henri. Ils sont les premiers à l'abandonner. Valmont s'effondra sur sa chaise. Son attitude fière, ses épaules droites, s'étaient soudainement affaissées. C'était comme si l'air avait été évacué d'un ballon. Mais il ne comprenait toujours pas tout à fait. Il pensait encore qu'il s'agissait d'une crise qui pouvait être résolue en famille. « D'accord, dit-il d'une voix rauque. D'accord, tu as gagné. Nous prenons l'enfant, nous lui donnons une bourse, même les frais de repas seront à notre charge. Quant au loyer, nos avocats en discuteront. Nous ferons une augmentation raisonnable. Ça te va? Maintenant, s'il te plaît, finissons-en avec ces absurdités. » Je secouai la tête. Un sourire amer se dessina sur mon visage. « Henri, 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 dis-je comme si je faisais la leçon à un enfant turbulent. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une négociation, c'est une exécution. Et tu essaies de négocier avec le bourreau. » Je me suis tournée vers Claire. La peur dans les yeux de cette femme stupéfaite faisait lentement place à l'admiration. « Madame Dubois, dis-je, voulez-vous bien boucher les oreilles de Léo? Ce qu'ils vont entendre dans un instant n'est pas destiné à des oreilles d'enfant. » Claire couvrit immédiatement les oreilles de son fils avec ses mains. Valmont me regarda avec horreur. « Que vas-tu faire ?» Je sortis mon téléphone de ma poche. J'appuyai sur un seul bouton de l'écran. « Lancez l'opération !» et je dis brièvement et clairement. Valmont se leva d'un bond. « Quelle opération? C'est mon école, que faites-vous ?»« Votre école ?» dis-je en souriant. « Henri, il est 9h15. Il y a 2 minutes, le service de presse du département de l'infrastructure navale a envoyé un communiqué aux agences nationales. Savez-vous quel en est le titre ? Attaque odieuse contre la famille d'un martyr et décision d'évacuation à l'Institut royal de Saint-Cloud. » Le visage de Valmont est devenu gris. « Tu ne peux pas faire ça, c'est une calomnie. » « Ce n'est pas tout, » dis-je en pointant du doigt l'ordinateur posé sur son bureau. Et il y a 1 minute, un petit message a été envoyé au système d'information des parents d'élèves de l'école. Celui dont tu as donné les codes d'accès à Pierre, le stagiaire du service informatique, sur un bout de papier. Valmont se précipita vers son ordinateur. Ce qu'il vit à l'écran le fit vieillir de 10 ans. « À tous les parents, » dis-je en lisant le contenu du message de mémoire. Objet: information urgente concernant la violation de l'éthique par la direction de l'école et le risque de fermeture du campus. Chers parents, le directeur de l'école, Henri Valmont, ayant humilié les familles des martyrs et enfreint la loi en matière de pratiques commerciales, la Fondation de la Marine a résilié le contrat de location. Afin que vos enfants ne soient pas lésés, vous trouverez ci-joint la liste des nouvelles écoles publiques où ils pourront poursuivre leur scolarité. À ce moment-là, le silence qui régnait dans la pièce a été rompu par des bruits provenant de l'extérieur. D'abord le téléphone de la secrétaire dans le couloir a sonné, puis celui de l'autre ligne, puis le téléphone portable de Valmont, puis le téléphone fixe sur le bureau. Zzz, zzz, zzz. Les sons montaient comme une symphonie. C'était la marche funèbre de la carrière de Valmont. « Tu entends, Henri ?» dis-je au milieu des sonneries qui résonnaient dans la pièce. « Tu sais ce qu'est ce bruit? C'est le bruit de ta classe sociale. Ces riches parents en qui tu as tant confiance. Ils sont tous là en train de t'appeler, mais pas pour te sauver, pour récupérer les 40 000 € qu'ils ont payés cette année. » Valmont se prit la tête entre les mains. « J'ai tout gâché. Tu m'as détruit. » gémit-il. « Je ne suis qu'un miroir, Henri. Je t'ai montré ton propre reflet et tu as eu peur de ce que tu as vu. » La porte s'ouvrit brusquement. Un huissier en robe officielle entra, suivi de 2 gendarmes. En France, l'entrée d'un huissier signifie que la partie est terminée. L'huissier posa la notification officielle qu'il tenait dans sa main devant Valmont. « Monsieur Henri Valmont ?» dit le fonctionnaire d'un ton officiel. « Décision de mesure commerciatoire du tribunal de première instance de Paris. Les comptes bancaires de l'école, vos biens personnels et vos sorties à l'étranger ont été bloqués. De plus, vous n'êtes plus autorisé à entrer dans les bureaux de la direction à partir de maintenant, car vous êtes soupçonné de destruction de preuves. » Valmont regarda les gendarmes, puis il me regarda. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement une peur pure et simple. « Mais où vais-je aller ?» murmura-t-il.
Je passai mon sac à l'épaule. Je fis signe à Claire de partir. En me dirigeant vers la porte, je me retournai une dernière fois. La liste des écoles publiques est dans ton assistant, Henri, dis-je. Tu ne trouveras peut-être pas de poste de directeur, mais tu pourras peut-être trouver un emploi de concierge. Après tout, tu es une institution commerciale. Tu seras rémunéré à la hauteur de ton travail. Lorsque nous sommes sortis de la salle, j'ai vu que le couloir était en proie au chaos. Les enseignants couraient dans tous les sens, paniqués, les téléphones sonnaient sans arrêt et les voitures de luxe des parents commençaient à s'accumuler dehors. Claire s'est approchée de moi. Elle avait les yeux remplis de larmes. « Madame Marion, tout cela, vous l'avez fait pour nous ?» Je l'ai regardée, et pour la première fois ce jour-là, le masque froid qui recouvrait mon visage s'est légèrement adouci. « Non, Claire, ai-je répondu. Je l'ai fait pour Léo, et aussi… » Je me suis interrompue. Mon regard s'est perdu dans le lointain. Et aussi pour cette petite fille qui, il y a des années, lorsque son père est mort en service dans la marine, a été renvoyée de l'école par le directeur qui lui a dit « Ta bourse est supprimée ». Oui, vous ne vous attendiez pas à cette partie de l'histoire, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement une mission, c'était ma cause personnelle. Et croyez-moi, Valmont n'était qu'un début. Le vrai grand patron, le président de la fondation obscure qui se cache derrière cette école, va bientôt entrer en scène. Et quand vous saurez qui est cet homme, vous en resterez bouche bée. Alors que les immenses portes en fer de l'école se refermaient derrière moi, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le chaos qui régnait à l'extérieur s'était ajouté à la chute de l'Empire dans la chambre de Valmont. Les journalistes commençaient déjà à se presser devant la porte. J'ai fait sortir Claire et le petit Léo par la porte arrière, en toute sécurité, et je les ai envoyés à la résidence de la marine avec mon chauffeur personnel. Ils étaient désormais en sécurité. Mais pas moi. Et pour être honnête, je me moquais bien d'être en sécurité. J'ai démarré le moteur de ma voiture. J'ai pris soin de ne pas laisser mes mains trembler sur le volant. L'adrénaline coulait dans mes veines comme un fleuve glacé. Il était facile de faire tomber Valmont, ce n'était qu'un imbécile arrogant et cupide. Mais quand on renverse un pion sur un échiquier, on attire l'attention du roi. Et mon véritable objectif, c'était ce roi. Mon téléphone a sonné. Il n'y avait aucun numéro sur l'écran, seulement numéro inconnu. C'était l'appel que j'attendais. Il provenait du numéro que Valmont n'avait pas réussi à composer dans sa panique. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché. « Madame Cotillard », dit la voix à l'autre bout du fil. Cette voix ne ressemblait en rien à celle aiguë et paniquée de Valmont. C'était une voix grave, profonde et métallique, la voix d'un homme ivre de puissance qui sentait le whisky vieilli et les cigares hors de prix. « Je vous écoute », ai-je dit en gardant une voix neutre. « Je suis Victor Rochefort », dit-il, président du conseil d'administration de la Fondation Saint-Claude pour l'éducation. Victor Rochefort, le roi de l'immobilier clandestin à Paris, l'hôte de ces sombres soirées où les politiciens sont financés, et le vrai propriétaire qui tient Valmont à Lys. « J'ai entendu parler de vous, monsieur Rochefort, dis-je. Votre nom apparaît souvent dans les articles sur les sociétés écrans des paradis fiscaux. » Un petit rire sec retentit à l'autre bout du fil. « Vous avez la langue bien pendue, madame, mais vous la couper ne serait même pas un hobby pour moi, juste une petite corvée. Valmont était stupide, il était ingérable, je devrais effectivement vous remercier de l'avoir éliminé. Mais… » Sa voix se durcit soudainement. « Mais vous avez touché à l'argent qui rentrait dans mes caisses. Cette école était l'une de mes entreprises les plus rentables. 12 millions d'euros de loyer annuel et 50 millions d'indemnités. Ces chiffres dépassent l'imagination d'un fonctionnaire comme vous. Vous allez retirer cette plainte. » « Et si je ne le fais pas ?» demandai-je, en conduisant dans le trafic parisien vers les quais de Seine. « Si vous ne le faites pas, Madame Cotillard, demain matin, les journaux publieront des documents faux mais convaincants sur vos expenses irrégulières au sein de la marine. Votre carrière sera terminée, vous perdrez votre retraite, et le budget de votre projet orphelin de la marine, que vous aimez tant, ne sera jamais approuvé. Je vous laisserai sans ressources et sans réputation au milieu de Paris, comme les enseignants que vous avez mis à la porte de cette école. » Ce n'était pas du bluff. Victor Rochefort était un professionnel de la destruction des gens. Mais ce qu'il ignorait, c'est que je n'étais pas un fonctionnaire. J'étais un chasseur qui attendait ce moment depuis des années, tissant patiemment sa toile. « Monsieur Rochefort, dis-je en faisant en sorte qu'il perçoive le sourire dans ma voix, je pense que vous m'avez mal compris.
Je me suis servi de Valmont uniquement pour attirer votre attention. C'était un appât. Et vous avez mordu à l'hameçon. Il y eut un silence. Cette fois, c'était à son tour d'être surpris. Que voulez-vous dire? Vous êtes actuellement dans votre tour de verre à la Défense, n'est-ce pas? Au 42e étage, dans le bureau d'angle. Comment le savez-vous? Parce que, dis-je en garant ma voiture sur la droite et en allumant mes feux de détresse, je contrôle actuellement le drone qui se trouve sur le toit du bâtiment juste en face de votre bureau et qui enregistre en résolution 4K. Et plus important encore, Monsieur Rochefort, les données que j'ai récupérées sur l'ordinateur de Valmont ne se limitaient pas à des listes de parents d'élèves. À ce stade, je dois vous avouer quelque chose. Au début de cette histoire, vous pensiez suivre l'histoire d'une femme qui remettait un directeur d'école à sa place. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'histoire du démantèlement du plus grand réseau de blanchiment d'argent de France. Et si vous voulez voir comment un réseau de corruption gigantesque a été démantelé par une seule femme courageuse, aimez la vidéo dès maintenant, car ce que Rochefort va entendre dans quelques instants va le faire tomber de son siège. Revenons au téléphone. Valmont a conservé les relevés bancaires des virements mensuels effectués sur votre compte personnel sous le nom de frais de rénovation scolaire, afin de se protéger, ai-je dit. Une manœuvre classique de lâche. Et lorsque je me suis connecté à cet ordinateur, j'ai copié ce dossier Assurance Vie. La respiration de Rochefort s'est accélérée. Que voulez-vous? De l'argent? Je vous donnerai 10 fois le salaire de Valmont. Dites-moi, quel est votre prix? Je n'ai pas de prix, Victor, répondis-je, mais le Trésor public français en a un, et ce prix équivaut à toute votre fortune. Je vais te tuer, hurla-t-il. Son masque froid était tombé. Je te trouverai, et je ferai de cette voiture ta tombe. Vous n'aurez pas besoin de me trouver, dis-je calmement, car c'est moi qui viendrai à vous. Demain matin à 9 heures, dans votre bureau. Mais je ne viendrai pas seul, je serai accompagné de mes amis du comité d'enquête sur les crimes financiers. Et d'ici là, je reçus une notification sur mon téléphone. D'ici là, je vous conseille de lire le message de votre banque vous informant que vos comptes secrets aux îles Caïmans ont été gelés. Je viens d'appuyer sur la touche Entrée. Je lui ai raccroché au nez. J'ai regardé les gouttes de pluie qui frappaient la vitre de ma voiture. Mes mains ne tremblaient plus. La peur avait disparu. La guerre avait commencé. Valmont n'était qu'un échauffement. Le vrai match commençait maintenant. Et Victor Rochefort, pour la première fois de sa vie, était sur le point de comprendre qu'il était confronté à un ennemi que l'argent ne pouvait pas acheter. Je remis la voiture en marche. J'allumai la radio. Édith Piaf chantait « Non, je ne regrette rien ». J'ai souri. Moi non plus, me suis-je dit. Moi non plus, je ne regrette rien. Quand je suis arrivée chez moi, il était plus de minuit. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Rochefort ne bluffait pas. Il avait appuyé sur le bouton de la guerre. La première attaque est venue du monde numérique. Des comptes de robots apparus soudainement sur les réseaux sociaux ont lancé l'offensive avec le hashtag Marion Istifa. Des titres tels que fonctionnaires corrompus ou bureaucrates causant du tort à l'État ont commencé à circuler sur des sites web mercenaires salariés se qualifiant de journalistes. L'armée médiatique de Rochefort s'efforçait de détruire ma réputation comme une bande de vautours. Je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai pris une tasse de café noir. En regardant les messages haineux défiler sur l'écran, j'ai souri. Car Rochefort faisait exactement ce que je voulais. Il paniquait. Et un ennemi paniqué est voué à commettre des erreurs. On a sonné à la porte. Personne ne venait à cette heure-là. Je me suis souvenu de la menace de Rochefort, je te tuerai. J'ai vérifié mon arme de service dans mon tiroir, j'ai chargé le canon, je me suis dirigé silencieusement vers la porte. En regardant par le Judas, j'ai poussé un soupir de relâchement. Ce n'était pas un assassin, c'était mon sauveur. J'ai ouvert la porte. Antoine se tenait devant moi. Ancien officier du renseignement naval, il est aujourd'hui le meilleur expert en cybersécurité de Paris. Et mon ancien fiancé. On m'a dit qu'il y avait une fête, alors je suis venu, a dit Antoine en agitant la pizza et le disque dur qu'il tenait dans ses mains. Mais je crois que ta fête se déroule sur Internet, tu es en tête des tendances, Marion. Entre, idiot, lui ai-je dit en le tirant par le bras pour le faire entrer. Antoine s'est assis devant mon ordinateur. Ses doigts ont commencé à danser sur le clavier, et son visage a repris son expression sérieuse. La situation est grave, Marion, dit-il en regardant l'écran. Rochefort a engagé une armée de trolls originaires d'Europe de l'Est. De plus, ils ont préparé une révélation en pleine page pour le Figaro de demain matin. Le titre «
Marion Cotillard, la boîte noire de la marine. À l'intérieur, il y a de faux reçus prouvant que tu as détourné des fonds. Si ce journal est publié, ce n'est pas la traque fine qui viendra à ton bureau à 9 heures du matin, mais la police, pour t'arrêter. C'était un coup que j'attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide et impitoyable. Rochefort voulait me pousser à me défendre et m'étouffer, mais il avait oublié une chose, je ne me défends pas, je contre-attaque. Avons-nous le temps avant que le journal ne soit envoyé à l'imprimerie ? Demandai-je. Antoine a regardé sa montre. 2 heures. L'impression commence à 3 heures. Mais il est difficile d'accéder à leur serveur. Le groupe médiatique de Rochefort est protégé comme le Pentagone. Nous n'accéderons pas à leur serveur, ai-je répondu en lui tendant une clé USB posée sur la table. Nous irons à la source, l'enregistrement audio du chantage exercé par Rochefort sur le rédacteur en chef du journal pour qu'il publie cette information. Antoine ouvrit le dossier. Il contenait une clé USB. Qu'est-ce que c'est ? L'assurance vie de Valmont ne se limitait pas à des relevés bancaires, Antoine, ai-je répondu. Valmont a enregistré toutes les conversations téléphoniques de son patron pendant qu'il faisait le sale boulot de Rochefort. L'enregistrement audio où Rochefort appelle son rédacteur en chef et lui dit « Si tu ne veux pas que je diffuse la vidéo de ta fille sous drogue, tu vas détruire Marion Cotillard » est ici. Antoine m'a regardé avec admiration. « Tu es diabolique, Marion. » « Non, » répondis-je en plissant les yeux. « Je suis juste une élève qui a bien travaillé. Maintenant, prends cet enregistrement et envoie-le anonymement à toutes les agences de presse nationales, au procureur et au conseil d'administration de ce journal. Tu sais quel titre lui donner ? Antoine sourit. Quoi ? Liberté de presse ou chantage médiatique ? Les mains sales de Victor Rochefort. Quand Antoine appuya sur le bouton « Envoyer », il était 2h45. Exactement 15 minutes plus tard, la pluie de notifications sur mon téléphone changea de forme. Le hashtag Marion démissionna disparut soudainement. À sa place, les hashtags Rochefort en prison et Média Pur commencèrent à gagner en popularité. L'édition du matin avait été suspendue. Le Figaro publiait un communiqué d'excuses sur son site internet, en raison d'une erreur technique. Les mensonges habituels. Mais l'important était que l'article ne serait pas publié. L'arme la plus puissante de Rochefort venait de lui exploser dans les mains. Antoine s'est adossé à son siège. Round 2, Marion Cotillard. Mais Marion, cet homme n'abandonnera pas. Il a perdu les médias, tu as gelé ses fonds, tu sais ce qu'il va faire maintenant ? Il va recourir à la force physique, pas pour te faire peur, mais pour te faire taire. Je m'approchai de la fenêtre, je regardais dans la rue à travers le rideau. Au bout de la rue, je vis un SUV noir avec le moteur en marche. Il y avait 2 personnes à l'intérieur. « Je sais », dis-je en attachant mon arme à ma ceinture. « Eux ? Oui, répondis-je. Les hommes de main de Rochefort sont là, parce que c'est moi qui les ai attirés ici. J'ai délibérément divulgué l'emplacement de ma maison. Antoine s'est levé terrifié. « Tu es fou ? Ici ce n'est pas sûr. Il faut partir. » Non, Antoine, dis-je dans une voix calme, pas de question de fuir. Rochefort commettra une erreur lorsqu'il pensera avoir acculé sa proie. En envoyant ces hommes ici, il a pris le risque d'être pris en flagrant délit. Et dehors, sais-tu qui surveille ce SUV noir ? J'ai entrouvert un peu plus le rideau. Au bout de la rue, il y avait 2 autres voitures immatriculées en civil, mais avec des gyrophares allumés. Le bureau des crimes organisés. Lorsque les hommes de main de Rochefort frapperont à ma porte, ils ne s'en prendront pas seulement à moi, ils s'en prendront à l'État. Et cela ouvrira la voie à un procès contre Rochefort comme organisation terroriste. Tu, dit Antoine en secouant la tête, tu ne joues pas à ce jeu comme aux échecs, tu joues au poker, et tu as mis tous tes jetons sur la table. Non, répondis-je en attendant que la sonnette retentisse. Je ne bluffe pas, j'ai une quinte flush royale. Et à ce moment-là, la sonnette retentit. Le son insistant de la sonnette n'était en réalité pas une invitation, c'était une menace. Les hommes envoyés par Rochefort n'étaient pas là pour une visite de courtoisie. Antoine était figé devant son ordinateur, les yeux écarquillés de peur. Mais moi, j'ai posé doucement ma tasse de café sur la table, j'avais mon arme à la ceinture, mais je n'avais pas l'intention de m'en servir, car le pouvoir de l'État était bien plus efficace que mon pistolet 9 mm. Je me suis penchée vers l'interphone et j'ai appuyé sur le bouton. « Qui est là »
La direction de l'immeuble, répondit une voix grave. Il y a une fuite d'eau à l'étage inférieur, madame. Nous devons intervenir de toute urgence. Classique, simple et stupide. Entrez, ai-je dit en appuyant sur le bouton de la porte automatique. Antoine a chuchoté. Qu'est-ce que tu fais? Tu les laisses entrer? Je ne les laisse pas entrer, Antoine, répondis-je, debout derrière la porte de l'appartement. Je les mets en cage. On entendit le bruit de l'ascenseur, puis des pas. 2 paires de bottes lourdes résonnèrent dans le couloir. Ils s'arrêtèrent devant ma porte. J'entendis le bruit d'une serrure. Ils forçaient la porte avec un crochet. Ils étaient professionnels, mais pas assez rapides. La serrure s'est ouverte dans un clic, la poignée s'est abaissée. Et à ce moment précis, les ombres qui suivaient le SUV noir se mirent en mouvement. « Police, à terre, lâchez vos armes !» Le couloir s'est soudainement rempli de cris, de bruits de radio et de bruits de bottes frappant le sol. Avant même que les hommes de Rochefort aient pu dégainer leurs armes, ils ont été plaqués au sol par les équipes en civil du Bureau des crimes organisés. J'ai ouvert la porte. La scène était aussi impressionnante qu'un tableau de la Renaissance. 2 hommes costauds étaient allongés, le visage contre le sol, les mains menottées dans le dos. Au-dessus d'eux se tenait le commissaire Luc, arme à la main. Luc était un vieil ami. Nous nous étions rencontrés lors de plusieurs opérations portuaires menées conjointement avec la marine. « Tu es en retard, Luc », ai-je dit en regardant ma montre. « La pizza est froide. » Luc sourit en soulevant l'un des hommes à terre. « Il y avait du trafic, Marion. Le trafic parisien, tu sais. » L'un des hommes à terre, la bouche sanglantée, m'a regardé en grognant. « Ne crois pas que c'est fini. Rochefort, je vais te… » J'ai interrompu. Je me suis penchée et je l'ai regardé dans les yeux. J'adoptais mon regard froid et impassible. « Rochefort va quoi? Me tuer ?» Rochefort sera trop occupé pour appeler son avocat. Parce que vous deux, vous ne serez pas seulement jugés de fraction, vous serez jugés de tentative d'assassinat sur un officier de la marine, c'est-à-dire sur l'État, ce qui relève de terrorisme. Et tu sais ce que ça veut dire? J'ai vu la peur dans ses yeux. Cela signifie, et je poursuivis, que Rochefort ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous envoyer d'avocat. Il ne peut pas payer votre caution. Vous êtes désormais des fantômes. Vous n'avez qu'une issue, trahir votre patron. Je me suis tournée vers Luc. « Emmène-les, Luc, et installe-les dans la salle spéciale. Ils auront beaucoup de choses à se dire. » Alors que les policiers emmenaient les hommes, le couloir redevint silencieux. Antoine, qui était sorti de la porte, regardait comme s'il avait vu un fantôme. « Tu… » balbutia Antoine. « Tu viens d'arrêter les tueurs à gages les plus dangereux de Paris, et tu n'avais même pas le cœur qui battait plus fort. » Je te l'avais dit, Antoine, mon travail n'est pas de construire des bâtiments, c'est de démolir les structures dont les fondations sont pourries. Mais mon travail n'était pas encore terminé. La nuit était finie, l'aube se levait, et quand le soleil se lèverait, Paris se réveillerait dans un monde complètement différent. 8 heures du matin. Je portais mon costume bleu le plus officiel, aux lignes les plus nettes. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Alors que je marchais à l'ombre des immenses tours de verre de la Défense, ce n'était pas Antoine qui marchait à mes côtés, mais le procureur général adjoint de France. Derrière nous se trouvait une équipe de 5 experts du TRACFIN, le renseignement financier, et des policiers portant des boîtes vides pour les pièces à conviction. Imaginez cette scène. Une femme, soutenue par toute la puissance de l'État, marche vers cette immense plaza. Les cols blancs qui l'entourent s'arrêtent et nous regardent. Les agents de sécurité se précipitent sur leur radio, mais personne n'ose nous arrêter, car la détermination qui anime notre marche est plus forte que n'importe quelle carte d'identité. Ce n'est pas seulement une marche pour la vengeance, c'est la marche de la justice elle-même. Et si, au moins une fois dans votre vie, vous avez voulu marcher avec autant de force après avoir subi une injustice, partagez cette vidéo. Car dans quelques instants, nous allons faire s'écrouer la tour de verre de Rochefort. Lorsque nous avons franchi la porte tournante du bâtiment, le chef de la sécurité privée de Rochefort s'est dressé devant nous. C'était un ancien légionnaire, imposant, effrayant. « Madame Cotillard, » dit-il en mettant la main sur sa ceinture, « vous ne pouvez pas monter sans rendez-vous. » Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher. Le procureur général adjoint a collé le mandat de perquisition et de saisie qu'il tenait à la main sur la poitrine de l'homme. « Écartez-vous », a dit le procureur général, « sinon je vous jette en prison avec votre patron pour obstruction à la justice. » Le chef de la sécurité recula en voyant l'armée de policiers derrière nous. La voie était libre. Nous sommes entrés dans l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton. 42e étage. Alors que l'ascenseur montait,
J'ai senti une variation de pression dans mes oreilles. Mais cette pression n'était rien comparée à celle que Rochefort ressentait à ce moment-là. L'opération médiatique avait échoué. Les tireurs avaient été arrêtés. Leur compte avait été gelé. Et maintenant, la mort venait frapper à sa porte. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un ding. Le bureau de Rochefort occupait tout l'étage. Il n'y avait pas de secrétaire. Elle s'était probablement enfuie. Je me suis dirigée directement vers la grande porte à double battant. Je n'ai pas frappé à la porte. Je l'ai poussée et ouverte. Victor Rochefort se tenait devant cette immense baie vitrée. Il tournait le dos vers la vue sur Paris. Il nous regardait. Son bureau était en désordre. Le broyeur de papier fonctionnait encore. Sa cravate était défaite. Ses yeux étaient injectés de sang. L'homme d'affaires fier était disparu, remplacé par un animal acculé dans un coin. « C'est fini » demanda-t-il d'une voix chevrotante. Je suis entré. Je me suis arrêté au milieu de la pièce. « Non, Victor, répondis-je. Nous ne faisons que commencer. Ce n'était qu'un avant-goût. Le film commencera vraiment lorsque tu nous diras pour le compte de qui tu as blanchi cet argent. » Rochefort a ri, un rire hystérique, dément. « Vous ne pouvez pas me faire parler, » dit-il en mettant la main sur sa tête. « Ce que je sais détruirait la moitié de ce pays. Ils me protégeront, ils n'ont pas le choix. » Le procureur général s'avança. « Personne ne peut vous protéger, Rochefort, parce que nous venons de déchiffrer les données cryptées provenant de la Banque des îles Caïmans. Il n'y avait pas que votre argent sur ces comptes. Financement du terrorisme, cartel de la drogue, vous n'êtes pas seulement un voleur, vous êtes un problème de sécurité nationale. » Le visage de Rochefort pâlit encore davantage. Il s'effondra à genoux. Alors que les policiers s'apprêtaient à le relever, je me suis approché de son bureau. Sur le bureau se trouvait un cadre qui rappelait l'arrogance de Valmont le premier jour, une photo de Rochefort avec les ministres. J'ai retourné la photo. « La partie est terminée, Victor, » dis-je, « et crois-moi, la nourriture de la prison n'a rien à voir avec les menus du collège de Saint-Cloud. » Pendant qu'on menottait Rochefort pour le mener, je me suis approché de l'immense baie vitrée. J'ai regardé Paris en contrebas. La pluie avait cessé, le soleil brillait. Mais mon inquiétude persistait, car les derniers mois de Rochefort me trottaient dans la tête. Ils me protégeront. Et il avait peut-être raison. Le véritable combat allait maintenant commencer dans les salles d'audience. Et là, ce ne seraient pas les armes ou les policiers qui parleraient, mais les lois et les failles. Victor Rochefort avait raison. Il le protégeait. 3 mois plus tard, la première audience du procès avait lieu. Et l'atmosphère dans la salle d'audience était favorable non pas à ceux qui recherchaient la justice, mais à ceux qui l'achetaient. Rochefort était assis confortablement, non pas sur le banc des accusés, mais comme s'il assistait à une réunion du conseil d'administration. À ses côtés se trouvait Maître Dupont, l'avocat le plus cher et le plus impitoyable de France. Surnommé l'avocat du diable, cet homme était célèbre pour n'avoir jamais perdu un seul procès. Claire, le procureur adjoint, et moi-même étions de l'autre côté. Les mains de Claire tremblaient. « La façon dont il nous regarde, » murmura-t-elle, « on dirait qu'il nous considère comme des coupables, Marion. »« Calme-toi, Claire, » lui dis-je, sans quitter Rochefort des yeux. « C'est du théâtre, et pour l'instant, nous n'en sommes qu'au premier acte. » Lorsque l'audience commença, mes craintes se confirmèrent. Le juge Bernard acceptait toutes les objections de l'avocat de Rochefort. « Monsieur le juge, » dit Maître Dupont de sa voix théâtrale, « les accusations portées contre mon client reposent sur des données numériques obtenues illégalement. Madame Cotillard et son complice, il se tourna vers moi avec dégoût, ont violé la vie privée de mon client en piratant son ordinateur. C'est le fruit d'un arbre empoisonné. Cela n'a pas sa place dans le droit. Je demande que toutes les preuves numériques soient retirées du dossier. » Le juge Bernard acquiesça immédiatement, comme s'il attendait cette phrase. « La demande est acceptée. Les disques durs et les enregistrements audio en question sont retirés de la liste des preuves. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur se leva pour protester, mais le juge le fit taire. Rochefort se tourna vers moi. Il cligna de l'œil, il remua les lèvres et murmura « Je te l'avais dit. » Claire se mit à pleurer. « C'est fini, Marion, dit-elle. Les preuves ont disparu. Cet homme va être libéré. Ils ont volé les droits de Léo. » Maître Dupont, grisé par sa victoire, poursuivit. « De plus, mon client, M. Rochefort, est un homme d'affaires respectable. Il n'y a aucun risque qu'il s'enfuit. Je demande sa libération immédiate afin qu'il soit jugé sans détention. » Le juge leva son marteau. Dès qu'il l'abattrait, Rochefort serait libre. Et dès qu'il serait libre, la vie de Claire et moi serait finie. C'était le moment où tout le monde disait « c'est fini ». Je me suis levée.
Une minute, monsieur le juge. Ma voix était si forte et autoritaire que le juge Bernard a laissé sa main en l'air. Asseyez-vous, madame Cotillard, a crié le juge. Vous n'avez pas le droit de parler. Si, j'ai le droit, répondis-je en brandissant un nouveau dossier, parce que cette affaire ne relève plus de votre compétence. Tout le monde dans la salle s'est figé. L'avocat Dupont se fronça les sourcils. Je me suis lentement dirigé vers la barre. J'ai posé le dossier que je tenais à la main, non pas devant le juge, mais devant le greffier. Les preuves que vous venez de rejeter, dis-je à l'intention de toute la salle, n'étaient pas le fruit d'un simple piratage informatique, elles ont été recueillies dans le cadre d'une opération de renseignement militaire baptisée Deep Sea et relevant de la National Security Authority. Le sourire de Rochefort s'est figé. « Que racontez-vous » a rétorqué le juge. « Vous êtes directeur du service immobilier. » Je sortis de la poche intérieure de ma veste un insigne métallique portant l'emblème de la présidence française et une carte d'identité. Je l'ai posé sur la table. Je suis le colonel Marion Cotillard, membre du service de renseignement de la Marine. Cette opération a été lancée il y a 6 mois avec l'accord de l'état-major et de la présidence, car nous soupçonnions que l'argent blanchi par l'école de Rochefort était destiné à des organisations terroristes internationales. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Les journalistes retenaient leur souffle. Ce n'était plus une affaire de corruption, mais une affaire de trahison. L'avocat Dupont se mit à bégayer. « C'est impossible, nous n'étions pas au courant. » Cela ne pouvait être le cas, répondis-je froidement, car cela était classé top secret. Mais maintenant, alors que vous tentez de rejeter les preuves numériques en les qualifiant d'illégales, j'utilise mon pouvoir pour lever cette confidentialité. Je me tournai vers le juge Bernard. Son visage était livide, car lui aussi avait compris que cette affaire le dépassait désormais. S'il libérait Rochefort maintenant, il libérerait un financier du terrorisme. Sa carrière serait terminée. Et de plus, ajoutai-je en me tournant vers Rochefort pour porter le coup de grâce, il n'y avait pas que la voix de Rochefort dans ces enregistrements effacés, il y avait aussi celle de certains hauts magistrats qui avaient promis de le protéger. Voulez-vous que je vous donne leur nom, monsieur le juge, ou préférez-vous que je transmette directement le dossier au procureur militaire ? C'était du bluff. Je n'avais aucun enregistrement concernant le juge. Mais je savais que Rochefort avait versé des pots de vin à tellement de personnes que le juge Bernard avait 99% de chances de figurer sur cette liste. Et le juge ne pouvait pas prendre ce risque. Le juge Bernard déglutit. Il essuya son front en sueur. Il évitait le regard de Rochefort. « Notre tribunal, dit-il d'une voix tremblante, notre tribunal, en raison de cette nouvelle situation liée à la sécurité nationale, a décidé de se déclarer incompétent. Il a été décidé que le prévenu Victor Rochefort resterait en détention jusqu'à ce que le dossier soit transmis au tribunal militaire et qu'il serait transféré dans une prison militaire de haute sécurité. » Le marteau tomba. Bam! Ce bruit marquait la fin de la vie de Rochefort. Rochefort se leva d'un bond. « Vous m'aviez donné votre parole, Bernard, vous m'aviez donné votre parole !» cria-t-il. Alors que les gendarmes traînaient Rochefort par le col, cet homme intouchable commençait à être broyé par les rouages du système. Son avocat, Dupont, rassembla ses affaires et quitta la salle comme s'il s'enfuyait. Le navire coulait et les rats s'enfuyaient. Claire s'est jetée dans mes bras. Elle sanglotait. « Tu as réussi, tu les as battus à leur propre jeu. » « Non, Claire, dis-je en observant la salle. Nous les avons entraînés dans un nouveau jeu dont nous avons écrit les règles. » Mais alors qu'on emmenait Rochefort, il s'est retourné vers moi et m'a lancé un dernier regard. Ce regard n'exprimait pas la peur, il exprimait une haine pure et distillée. Et j'ai compris à ce moment-là, Rochefort était peut-être fini, mais les ténèbres qu'il servait reviendraient pour se venger. À la sortie du tribunal, les journalistes m'ont encerclé. Les flashs crépitaient. « Madame Cotillard, qui est derrière cette opération ?» Je me suis penchée vers les micros et j'ai prononcé la phrase que vous attendiez depuis le début de l'histoire. « Il n'y a personne derrière cette opération, » ai-je dit. « Derrière cette opération, il n'y a que l'avenir volé d'un enfant, et nous avons récupéré cet avenir. » Lorsque je suis montée dans la voiture, mon téléphone a sonné. C'était Antoine, il avait l'air inquiet. « Marion, tu dois allumer la télévision, tout de suite. » « Que s'est-il passé ? Nous avons gagné, Antoine. »« Oui, nous avons gagné le procès, » a répondu Antoine. « Mais les hommes de Rochefort, ils ont fait un autre coup. L'école, le collège Saint-Cloud, elle est en feu, Marion. Ils ont mis le feu à l'école. » Lorsque je suis sortie du palais de justice et que je suis arrivée sur les lieux, ce magnifique bâtiment historique n'existait plus.
Il n'en restait que le squelette, une ruine dont les flammes jaillissaient des fenêtres comme des langues de dragon. Le collège Saint-Cloud brûlait comme un immense flambeau au cœur de Paris. Lorsque je suis descendue de la voiture, la vague de chaleur qui m'a frappé le façage m'a coupé le souffle. L'odeur de brûlé m'a brûlé la gorge. L'armée des médias diffusait en direct ce spectacle visuel derrière le barrage policier. Rochefort avait laissé un dernier message avant de partir. « Ce qui ne m'appartient pas n'appartient à personne ». Claire, qui se tenait à côté de moi, se couvrait la bouche de ses mains et sanglotait. « L'école, dit-elle, l'école où Léo allait étudier. Tout est fini, Marion, tout est réduit en cendres. » J'ai posé ma main sur l'épaule de Claire. Sans quitter les yeux le bâtiment en feu, j'ai dit « Tu te trompes, Claire », ai-je dit. « Ce feu n'est pas une fin, c'est un nettoyage. » Rochefort a cru détruire les preuves en brûlant ce bâtiment. Mais il a oublié une chose, le feu ne brûle que le bois et le pâtier. L'acier, lui, ne fait que le durcir. Le chef des pompiers s'est précipité vers nous. Son visage était couvert de sueur. « Commandant !» dit-il à bout de souffle. « Il est impossible de sauver le bâtiment. Le toit est sur le point de s'effondrer. Mais il y a quelque chose d'étrange au sous-sol. » Quelle situation ? Le feu n'a pas atteint le sous-sol, parce que les escaliers qui y mènent sont fermés par une porte en acier que nous n'avions pas vue sur les plans, et nous recevons un signal derrière cette porte. Il y a une source d'alimentation indépendante. Mes yeux se mirent à briller. Le refuge de Rochefort. « Pouvez-vous ouvrir cette porte ?» demandai-je. Le chef secoua la tête. « Nous allons essayer avec des cisailles hydrauliques, mais il fait une chaleur torride à l'intérieur. C'est trop risqué. » J'ai enlevé ma veste. « Je viens avec vous, » ai-je dit. Claire m'a attrapé le bras. « Tu es folle ? Tu ne peux pas entrer là-dedans ?»« Je dois savoir ce qu'il y a derrière cette porte, Claire, » ai-je répondu. « Si Rochefort a pris le risque de mettre le feu à l'école, c'est qu'il y a dans ce sous-sol quelque chose qu'il ne veut pas que la police trouve, quelque chose qu'il n'ose même pas garder sur son ordinateur. » En enfilant ma tenue de pompier, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Ce n'était pas comme dans une salle d'audience. Ici, ce n'étaient pas les mots qui comptaient, mais les secondes. En avançant dans le couloir enfumé, j'entendais les gémissements du bâtiment. Il pouvait s'effondrer à tout moment. Lorsque nous sommes arrivés au sous-sol, nous avons vu cette énorme porte en acier. Il n'y avait aucune inscription dessus, juste un panneau numérique. « On va la faire sauter !» a crié le chef. Dans un grand fracas, la porte s'est détachée de ses gonds. En entrant, nous avons découvert un spectacle très différent de ce à quoi nous nous attendions. Ce n'était pas un abri, c'était une salle de serveur. Mais pas comme un centre de données moderne, plutôt comme une salle d'archives datant des années 1980, poussiéreuse mais remplie d'énormes unités de bandes magnétiques en état de marche. Et au milieu de la pièce, dans une cloche de verre, se trouvait un seul cahier rouge. Les serveurs constituaient la sauvegarde physique de tout le réseau illégal de Rochefort. Mais ce cahier rouge, c'était tout autre chose. À ce moment-là, une annonce retentit dans la radio. « Le toit s'effondre, évacuez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement. »« Prends ça !» ai-je crié au chef en brisant la cloche de verre pour récupérer le cahier. Nous ne pouvions pas transporter les serveurs, mais ce cahier devait être la clé. Lorsque nous sommes sortis, un grand bruit a retenti derrière nous. Le toit de l'école s'est effondré sur le couloir où nous nous trouvions quelques instants auparavant. Nous avions échappé au pire de justesse. J'ai essuyé la sueur sur mon visage et je me suis assis à côté de l'ambulance. J'ai regardé le cahier rouge que je tenais dans mes mains. Il y avait un seul mot écrit sur la couverture. Oméga. J'ai ouvert le cahier. Le nom que j'ai vu sur la première page m'a glacé le sang. Ce nom n'était pas celui d'un homme politique, ce n'était pas non plus celui d'un homme d'affaires. Ce nom appartenait au plus grand magnat des médias français et à l'amiral qui dirigeait la chaîne d'approvisionnement de la marine où je servais. Rochefort n'était pas qu'un simple pion. Rochefort était le trésorier de l'État dans l'État, et ce carnet était la liste des salaires de cette structure. À ce moment-là, un homme s'est démarqué de la foule. Il portait un long manteau noir. Son visage était dans les ombres. Il ne marchait pas vers moi, mais vers Claire. J'ai vu un éclair, le canon d'une arme. « À terre, Claire !» ai-je crié, en me jetant de toutes mes forces sur lui. Le coup de feu retentit. La balle m'a manqué Claire et brisa la vitre de l'ambulance. La foule s'est mise à crier et à s'enfuir. Avant que l'agresseur n'ait pu tirer une deuxième fois, Antoine, oui, Antoine, le geek, s'est jeté sur lui à une vitesse incroyable et l'a plaqué au sol. Les policiers se sont précipités sur l'agresseur. À bout de souffle, j'ai vérifié que Claire était bien. « Ça va ?» Claire était sous le choc, mais elle acquiesça. Je regardais l'agresseur allongé par terre.
Il me regardait en souriant pendant qu'on lui passait les menottes. « Oméga », murmura-t-il. « Oméga observe toujours. » À ce moment-là, j'ai compris. Rochefort était en prison, mais ce n'était pas lui qui avait donné l'ordre. L'ordre venait des noms inscrits dans ce cahier. Ceux qui avaient incendié l'école voulaient détruire ce cahier, mais ils n'y étaient pas parvenus. Je me suis levée, j'ai brandi le cahier rouge que je tenais dans ma main. Les caméras se sont focalisées sur moi. « Vous voyez ça ?» j'ai crié, ma voix couvrant le bruit des sirènes. « C'est la seule chose qui reste des cendres de cette école incendiée. Et cette nuit, tout le monde dans ce cahier passera une nuit blanche. » Quand nous sommes montés dans la voiture, Antoine a pris le volant. Ses mains tremblaient. Cet homme était un professionnel, Marion, et il n'était pas seul. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce cahier, mais si nous ne voulons pas mourir cette nuit, nous ne pouvons pas rentrer chez nous en toute sécurité. « Où allons-nous aller ?» demanda Claire en se blottissant contre Léo. Je feuilletais les pages du carnet. Je cherchais une adresse. Le seul endroit où je pouvais avoir confiance. Le seul endroit hors du système, hors de portée d'Oméga. Au monastère, dis-je. À ce vieux phare en Normandie, chez mon grand-père. Mais sur la route, nous n'avons pas tardé à remarquer les phares qui nous suivaient dans le rétroviseur. La guerre n'était pas finie. La saison de la chasse se déplaçait désormais hors de la ville, sur les routes désertes. Et cette fois, je n'avais pas l'armée de policiers à mes côtés. Il n'y avait que moi, une ancienne aqueuse, une mère effrayée et un carnet rouge contenant des secrets qui pourraient bouleverser la France. Si vous vous demandez qui survivra à cette course-poursuite haletante, continuez à écouter, car les routes de Normandie vont bientôt se transformer en enfer. Le vent de Normandie est violent, il vous glace les os. Mais cette nuit-là, ce n'était pas le vent qui nous faisait frissonner, mais le souffle de la mort dans notre nuque. Antoine était concentré au volant, comme un pilote de rallye. Il avait éteint les phares. Nous ne voyions la route que grâce à la lumière instantanée des éclairs. « Ils nous ont perdus ?» murmura Claire, serrant la tête de Léo contre sa poitrine sur la banquette arrière. Je regardais dans le rétroviseur. Les deux lumières vives qui apparaissaient sur la colline derrière nous étaient la réponse à la question. Ils ne nous avaient pas perdus. Ils gardaient simplement leur distance. Ils nous entraînaient quelque part. « Non », dis-je, en vérifiant le chargeur de mon arme. « Ils nous traquent, Claire. Ils ne veulent pas nous tirer dessus en terrain découvert. Ils attendent de nous coincer. » Antoine a brusquement tourné le volant vers la droite. Le chemin du phare est par là. Mais Marion, c'est une impasse. Si nous y entrons, ils n'auront plus qu'à nous rattraper. Nous serons coincés entre eux et l'océan. « C'est justement ce que je veux, Antoine, » répondis-je. « Nous avons renoncé à fuir. Nous allons désormais nous défendre. » Le phare apparut dans l'obscurité comme un gardien gigantesque. C'était un château fort en pierre du XIXe siècle, construit sur les rochers, où mon grand-père avait été gardien et où j'avais passé mon enfance. Nous avons garé la voiture dans la cour du phare et fermé la porte en fer. Le rugissement du vent se mêlait au bruit des vagues qui se brisaient sur les rochers. La nature elle-même semblait se préparer à la guerre. Lorsque nous sommes entrés, une odeur d'humidité et de vieilles huiles maritimes nous a accueillis. Léo regardait autour de lui avec effroi. « Claire, dis-je, d'une voix aussi douce mais autoritaire que possible. Emmène Léo en haut, dans la tour de Gadifar. C'est l'endroit le plus sûr, et prends cette radio. Ne redescends pas avant que je te dise « OK ». Claire prit la radio. Il n'y avait plus que de la peur dans ses yeux. Elle avait cette détermination sauvage d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. « Fais attention », dit-elle, avant de monter en courant. Antoine descendit au sous-sol pour mettre en marche l'ancien générateur du phare. Quant à moi, je posais le « carnet rouge », c'est-à-dire Oméga, sur la grande table en chêne au milieu du salon. Sous la lumière d'une lampe de table luxueuse, j'ouvris le carnet. Les pages étaient remplies de comptes bancaires cryptés et de coordonnées. Mais lorsque nous avons connecté l'ordinateur d'Antoine et commencé à déchiffrer les codes, nous avons découvert bien plus qu'un simple délit financier. « Marion », a dit Antoine d'une voix tremblante, « ces coordonnées, ce ne sont pas les terres de Rochefort. » Je regardais l'écran, mes pupilles dilatèrent. « Ce sont les itinéraires de patrouille des sous-marins nucléaires de la marine française, » j'ai murmuré. Et les dates à côté correspondent aux dates auxquelles des navires russes et chinois ont été aperçus dans ces zones. Pendant un instant, je retins mon souffle. « Ils ont vendu », dis-je en frappant du poing sur la table. « Pas seulement l'école, pas seulement les terres, ils ont vendu le pays. L'amiral Lahorie a vendu les secrets de la marine au plus offrant, via Rochefort. Ce carnet est un document de trahison. Vous vous souvenez que cette histoire a commencé par une affaire d'évacuation ? Regardez où nous en sommes. Si vous suivez le moindre indice que la vie vous donne, vous tombez parfois sur un monstre.
Nous avons trouvé ce monstre. Et maintenant, ce monstre est à notre porte. » Un bruit venait de l'extérieur. Le bruit de métal frottant contre du métal. Je regardais par la fenêtre. La porte de la cour était en train d'être enfoncée par un véhicule blindé. Et derrière, il y avait une dizaine d'hommes en tenue de combat, le visage masqué. Ce n'étaient pas les tueurs à gages de Rochefort, c'étaient des mercenaires professionnels envoyés pour faire du ménage. L'équipe Oméga. « Ils vont couper l'électricité, » dit Antoine. « Et Internet aussi. On ne pourra pas sortir ces données d'ici, Marion. On va être coincés ici. » Mon regard s'est posé sur l'énorme lentille en cristal au sommet du lanterne. « Nous n'avons pas besoin d'Internet, dis-je, alors qu'une idée folle me venait à l'esprit. Mon grand-père disait toujours « La lumière du phare guide les navires même dans la nuit la plus sombre. » À quoi penses-tu? La lumière de ce phare pourrait-elle être modifiée pour envoyer des signaux en morse, Antoine? Antoine m'a regardé comme si j'étais fou, puis il a souri. Tu veux dire, à l'ancienne, intervenir manuellement et utiliser la lumière comme un télégraphe? Oui, répondis-je, à toute la Manche, aux côtes anglaises, à tous les navires militaires et commerciaux qui passent à ce moment-là. Nous enverrons le message SOS, trahison, et ses coordonnées en morse. Nous l'écrirons dans le ciel, Antoine. Ils ne pourront pas l'empêcher. Pour faire ça, je dois monter, casser le mécanisme et passer en mode manuel. Ça prendra au moins 10 minutes, dit Antoine. J'ai chargé mon arme. Je me suis dirigée vers la porte. Je te donnerai ces 10 minutes, dis-je. Comment? Il y a 10 personnes dehors. C'est ma maison, Antoine, dis-je en abaissant un ancien interrupteur mural, et je sais comment recevoir mes invités. La porte d'entrée s'est ouverte dans un grand fracas. Des bombes fumigènes ont été lancées à l'intérieur. Une épaisse fumée blanche a envahi la pièce. Des hommes masqués ont fait irruption. Leurs viseurs laser dessinaient des lignes rouges dans la fumée. « Nettoyez !» entendit-on ordonner. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au rez-de-chaussée de ce phare, mon grand-père avait aménagé des trappes et des tunnels pour échapper aux contrebandiers. Lorsque le premier homme a fait un pas, la trappe s'est ouverte et il est tombé dans un puits de 5 mètres de profondeur. Les autres se sont arrêtés stupéfaits. J'ai tiré à travers la fumée. J'ai touché l'un d'eux à la jambe. « 10 minutes, Antoine !» ai-je crié dans le talkie-walkie. « Allume la lumière !» Alors que les balles sifflaient autour de moi, je me suis jeté derrière un pilier en pierre. Ils étaient trop nombreux, je n'avais plus beaucoup de munitions, et ceux qui entraient par la porte ne cessaient d'affluer. La voix de Claire retentit dans la radio. « Marion, ils forcent la porte, ils sont là-haut !» Notre plan fonctionnait, mais nous étions à court de temps. Si cette lumière ne s'allumait pas, nous allions tous mourir entre ces murs de pierre, et personne ne saurait pourquoi nous étions morts. J'ai inséré mon dernier chargeur, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai crié dans l'obscurité « Venez donc, la marine ne se rendra jamais !» La dernière balle. La vie est étrange, n'est-ce pas? Des années de carrière, des contrats de plusieurs milliers de pages, des procès-verbaux, tout cela reposait sur ce petit morceau de métal de 9 mm. La tempête dehors s'était intensifiée, mais le silence à l'intérieur était encore plus effrayant. L'équipe Oméga s'était arrêtée. Cela ne signifiait pas qu'ils avaient abandonné, cela signifiait qu'ils se préparaient pour l'attaque finale. La voix rauque d'Antoine retentit dans la radio. « Marion, les câbles sont coupés. Je ne peux pas passer en mode automatique. Je dois le faire manuellement. Mais ça fait de moi une tarbe facile. »« Vas-y, Antoine. » Ma voix ne tremblait plus. Je les retiens. Des bruits de pas se firent entendre dans l'escalier. 3 personnes montaient en même temps. Je pris une profonde inspiration. Je sortis de derrière la colonne et j'ai tiré la dernière balle dans l'épaule de l'homme qui était en tête. Il trébucha et tomba sur les autres. Ils dévalèrent l'escalier dans un effet domino. Mais mon arme était vide. J'ai appuyé sur la gâchette. Clic. Le chef d'équipe en haut de l'escalier a retiré son masque. Il avait un sourire froid sur le visage. Il a pointé son arme sur moi. « C'est fini, lieutenant-colonel. Vous vous êtes battu bravement, mais c'est fini. » Je fermai les yeux. J'ai eu l'impression d'entendre la voix de mon grand-père. « La lumière du phare ne s'éteindra pas, Marion. » Et à ce moment précis, ziz! L'énorme lampe au-dessus de nos têtes s'alluma d'une lumière aveuglante. Elle était si puissante que le chef d'équipe dut se protéger les yeux avec la main. Puis, ce bruit rythmique et mécanique se fit entendre. Les engrenages tournaient, l'énorme rideau s'ouvrait et se fermait. La lumière tranchait l'océan sombre comme un couteau. Antoine avait réussi. Tous les navires, tous les avions, tous les satellites de la Manche voyaient maintenant ce cri. Le commandant de l'équipe se précipita sur sa radio. «
Éteignez la lumière, tout de suite !» Mais il était trop tard. D'abord, un grondement profond se fit entendre. Différent du bruit du vent, c'était un son rythmique. Boum, boum, boum. Puis, les vitres du phare se mirent à trembler. Le commandant courut vers la fenêtre, et ce qu'il vit lui fit lâcher son arme. 2 ombres gigantesques s'élevaient au-dessus du niveau de la mer. 2 hélicoptères d'attaque NH-90 Caïman appartenant à la marine française. Leurs projecteurs éclairaient la cour du phare comme en plein jour. Et la voix qui sortait du haut-parleur était la plus belle musique que j'avais jamais entendue. « Ici la marine française, déposez les armes et rendez-vous. Je répète, ceci est un avertissement. » Le chef d'équipe m'a regardé. Puis il a regardé les hélicoptères à l'extérieur. « Vous, » dit-il terrifié, « qui avez-vous appelé ?» J'ai souri. Je me suis tenu droit, sans prêter attention à mon front ensanglanté. « Je n'ai appelé personne, » ai-je répondu. « J'ai juste prévenu ma famille, et la marine ne laisse jamais sa famille derrière elle. » 3 mois plus tard. Le présentateur parle à l'écran. Le verdict a été rendu dans le plus grand scandale d'espionnage de l'histoire de la France, l'affaire Omega. Une organisation criminelle composée notamment d'un ancien amiral, du célèbre homme d'affaires Victor Rochefort et de nombreux hauts fonctionnaires, a été condamnée à la prison à perpétuité pour trahison. Le chef de l'organisation, l'amiral Horry, a été déchu de ses grades. J'ai éteint la télévision. J'étais dans mon nouveau bureau. Mais ce n'était pas un bureau administratif gris et ennuyeux. C'était le siège de la Fondation pour la formation du capitaine Jean Dubois. La porte s'est ouverte. Claire est entrée. Elle portait un élégant tailleur. La femme timide et opprimée avait disparu, remplacée par une dirigeante forte et sûre d'elle. Elle était devenue directrice générale de la Fondation. « La réunion va commencer, Marion, » dit-elle en souriant. « Les étudiants boursiers t'attendent. »« J'arrive. » répondis-je. Lorsque nous sommes sortis dans le couloir, j'ai regardé un grand tableau accroché au mur. Il s'agissait du projet de la nouvelle école construite sur le terrain de l'ancien collège Saint-Cloud, son nom, le lycée des héros. Et à l'entrée de l'école, il y aurait une grande pancarte « Ici, ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'honneur ». Nous sommes sortis dans la cour. Des centaines d'enfants s'agitaient joyeusement. Tous étaient des enfants de martyrs et de vétérans. Et au premier rang, Léo se tenait debout dans son uniforme scolaire. Il a agité la main en voyant sa mère. Ses yeux brillaient. Il n'était plus un élève pauvre, il était le maître de cette école. Antoine s'est approché de moi. Il avait jeté ses béquilles, mais boitait encore légèrement. Je n'arrive toujours pas à y croire. Cette nuit-là, dans cette lanterne, comment avons-nous survécu ? Je me suis tournée vers lui. J'ai sorti de ma poche le vieux contrat de location jauni, vieux de 99 ans, je l'ai laissé au vent. Le papier s'est envolé, flottant vers le ciel. « Parce que nous avions raison, Antoine, » ai-je répondu. « Et ceux qui ont raison n'ont pas de presser, ils attendent simplement le bon moment. » Je me suis tournée vers la caméra. « Oui, vers vous. » Cette histoire s'arrête ici, mais en réalité, elle ne fait que commencer. Il y aura toujours des gens comme Valmont. Il y aura toujours des gens comme Rochefort qui essaieront de vous écraser avec leur argent. Ils vous diront « Tu ne peux pas, tu n'en es pas capable, qui es-tu pour ?» Quand ce moment viendra, rappelez-vous de cette histoire. Quand ce moment viendra, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas intimider. Respirez profondément, gardez votre sang-froid et donnez-leur une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Car n'oubliez pas, même la nuit la plus doarde finit par laisser place à l'aube. Je suis Marion Cotard, et c'était ma justice. À vous de jouer. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous tiré cette dernière balle ou auriez-vous allumé la lumière ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Restez juste.